Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter votre nouvelle émission « Les affaires de la cité ». Une émission mensuelle qui a pour but d'aborder les questions de fond qui préoccupent notre société, j'allais dire notre cité. La santé avant tout, a-t-on coutume de dire. C'est pourquoi nous avons choisi d'inviter le ministre en charge du secteur de la santé, professeur Awa Marie Coll Seck, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Les règles du jeu, autant les fixer d'entrée de jeu, elles sont les suivantes. C'est une émission de 90 minutes avec la possibilité donnée au public ici présent de poser des questions. Nous avons également réalisé pour vous une série de reportages sur le terrain et nous terminerons en recevant deux de nos confrères sur le plateau pour interpeller Madame le ministre. Pour commencer, nous vous proposons tout de suite de suivre le portrait de notre invité. Professeur Awa Marie Coll Seck est la première femme sénégalaise agrégée de médecine, ports et traits présentés par Dieynaba Seydou. Un dimanche matin chez les Seck, c'est une autre Awa Marie Coll Seck qui se présente à nous. Une mère, une épouse, une belle-fille et une grand-mère qui est aux petits soins pour sa famille. Une vraie femme d'intérieur. Je pars pour toute une journée, donc c'est important que je règle beaucoup de problèmes avant de partir. Et je trouve que c'est normal, c'est la famille, il faut lui donner une place. Même si on a beaucoup de contraintes, je crois que c'est primordial. Et donc j'y tiens, bien sûr. Ma belle-mère vit avec moi depuis très longtemps maintenant. Et j'ai mes belles-sœurs aussi qui sont là. Donc il n'y a pas de problème pour que les gens l'aident. Elle est dans de bonnes conditions. Et c'est une personne qui le mérite amplement. À la maison, ça discute santé presque tout le temps. L'époux de Awa est un médecin. Nous nous sommes mariés depuis 24-25 ans et nous nous sommes rencontrés déjà étudiants. Hein. En tant qu'épouse, elle est douce, très attentionnée et à la limite, je disais souvent que elle pense que je suis son fils aîné. Elle adore ses enfants, elle s'en occupe très bien, elle est leur complice. Et elle est leur confidente aussi. Je suis un peu en position peut-être de conseiller, mais de conseiller. Parce que c'est une personne qui est très ouverte, comme je disais au début. Elle aime bien quand elle a une idée, partager. On discute de pas mal de choses, ce qui ne veut pas dire qu'elle fait toujours ce que je dis. Elle a une capacité de discernement qui lui permet de prendre la bonne décision. Au début, je m'en offusquais, je pensais, je voulais toujours qu'elle fasse surtout ce que je dis qu'elle fait, mais elle a l'habitude de se concerter avec d'autres, de se faire son opinion et de prendre sa décision. Nous sommes ici chez la maman du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Élise Senghor, je suis la mère d'Eva Coll. Léopold Sédar, c'est mon oncle, c'est le frère de mon père. Eh ben, ma fille, Eva, est née le 1er mai. Je ne dis pas l'année. Elle est très autoritaire. Elle est très serviable. À part ses qualités, oui. Eh ben, il y a les défauts, bien sûr. Elle est entêtée. Une mère qui reste attentionnée au travail de sa fille. Dès que je vois son nom dans les médias, ou je le vois à la télé et autres, là, aussitôt, je prête l'oreille pour savoir ce qu'on va dire. Est-ce que on va l'applaudir ou la critiquer? Et je suis quand même un peu ému. Et oui, et j'aimerais bien quand même qu'on reconnaisse le bien qu'elle fait. Un autre lieu, un autre jour, un autre décor. Awa Marie Coll Seck, la démarche élégante, rejoint ses services. Et c'est en main de fer qu'elle dirige son staff. Chers collaborateurs, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes à notre réunion donc, hebdomadaire du lundi pour faire le point. Chacun a sa manière de diriger.
Je veux le faire avec beaucoup de transparence, avec aussi beaucoup d'équité. Et je pense que c'est ce qui fait que aussi mes collaborateurs acceptent que ce soit dur. C'est parti pour une journée bien remplie. Nous avons des journées très très longues et mes collaborateurs, parfois je les plains et il m'arrive d'avoir un mot pour notamment vous parler des hommes, parce que souvent il y a beaucoup d'hommes envers leurs femmes pour leur dire bon, je m'excuse, j'ai retenu votre mari trop longtemps, etc. Mais je crois que c'est quand même une vie de famille que nous essayons d'entretenir, et toute la journée il y a du travail, on ne s'arrête pas. Moi je ne descends même pas à midi par exemple. La lourdeur de la tâche qu'on lui a confiée, Awa Marie Kolsek en est consciente, mais pour réussir sa mission, les prières de la famille l'accompagnent. Nous prions pour qu'elle réussisse dans ses entreprises, et c'est pour le bien du Sénégal bien entendu, mais au moins elle aura apporté sa touche à l'édification de la nation. Madame le ministre, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes la première invitée de cette émission Les Affaires de la Cité, parce que vous êtes en charge d'un secteur important, le secteur de la santé. C'est parce que vous l'avez choisi? Du tout, je n'ai pas choisi d'abord d'être à cette position, mais j'ai choisi de vraiment m'investir dans la santé, parce que depuis que je suis petite, ça a toujours été ma vocation. Donc j'ai fait mes études normalement, parce que pour moi, m'occuper des autres, soigner les gens, c'était quelque chose d'important. Et c'est ce qui m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Donc c'est une voie qui pour moi était une voie presque tracée, parce que de tout temps, ça a été mon objectif d'être médecin, de soigner les gens et de m'en occuper. Vous ne seriez pas ministre dans le gouvernement du président Macky Sall si en 2003 vous étiez élue directrice générale ou directeur général, c'est selon, de l'Organisation mondiale de la santé. Des regrets? Non, je pense que chaque chose vient en son temps. J'ai voulu à un moment me présenter à cette position de directeur général de l'OMS. Et puis des circonstances ont fait que je n'aille pas dans ce sens. Et je n'ai pas regretté du tout. D'ailleurs, normalement, ce sont des mandats de 4-5 ans, de 5 ans. Donc peut-être qu'à ce moment, j'aurais déjà terminé aussi, même si je faisais 2 mandats. Donc ça a été une chose qui ne s'est pas faite. Mais j'ai été par la suite directrice exécutive d'un partenariat mondial qui s'appelle Rollback Malaria. Et donc j'ai pu vraiment mener les activités aussi au plan international. Et donc je me satisfais vraiment de ce qui a pu se faire et ce que ma vie a pu être. Et cela fait 1 an que vous êtes à la tête de ce département. Je dois rappeler que vous avez occupé la même fonction avec le président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, c'est le président Macky Sall. 1 an après son élection, 1 an que vous gérez le secteur de la santé. Votre sentiment profond, c'est de dire les Sénégalais sont mieux soignés? Je ne peux pas le dire parce que vous comparez 2 périodes qui étaient différentes. En 2001, quand je suis arrivée jusqu'en 2003, il y avait beaucoup d'espoir. Même à mon niveau, je considérais qu'on commençait à faire des choses intéressantes pour les populations. Et je dois dire que quand je suis revenue, j'ai trouvé un secteur beaucoup plus difficile, avec des enjeux vraiment importants, des problèmes de ressources humaines par exemple. En 2003, nous allions à la recherche des sages-femmes ou des infirmiers. Aujourd'hui, vous avez 2000 sages-femmes qui chôment et il n'y a pas assez de recrutement. Donc les situations sont vraiment différentes, mais je pense que nous avons fait beaucoup malgré tout depuis 1 an, tant au plan de la prise en charge des maladies, notamment des maladies chroniques, mais nous avons énormément de chantiers encore devant nous. Certaines structures aussi ont eu des équipements comme des scanners, il y a eu des ambulances qui ont été distribuées, etc. Donc je pense que les choses sont en train de s'améliorer, mais c'est un secteur difficile avec des enjeux importants et je ne serai jamais satisfaite.
car les populations souffrent encore et ont des grands problèmes d'accès aux structures de financement de la santé. Donc je pourrais en dire beaucoup. C'est vrai qu'il y a eu des choses faites, mais c'est un chantier qui est encore très, disons, nous ne sommes pas du tout là où nous aurions voulu être. Peut-être dans quelques années, nous pourrons dire nous sommes contents parce que c'est vraiment un secteur où il y a énormément de choses à faire. Alors, je précise que cette émission est réalisée en présence d'un public très sympathique qui aura la possibilité tout à l'heure d'interroger Madame le ministre. Quand vous vous êtes installé, vous avez fait un état des lieux de la situation globale du pays. Vos collègues en charge du budget et des finances ont eu à faire des déclarations. Le ministre du budget, par exemple, en disant « Nous avons trouvé des caisses de l'État vides ». Qu'est-ce qu'Awa Marie Coll Seck dit? Une situation catastrophique du secteur de la santé où vous seriez plus nuancé? Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un secteur qui, heureusement, a des hommes et des femmes de qualité qui ont pu gérer ce système malgré les aléas vraiment que nous avons eus pendant 12 ans. Vous savez que c'est un secteur qui a eu 10 ministres de la Santé. Et si c'était seulement lié au ministre, peut-être que ce serait la catastrophe. Parce qu'il n'y a pas eu de vrai leadership au niveau du secteur de la santé. Par contre, vous avez un personnel qui s'est battu. Il y a des enseignants, des professeurs, des médecins, des infirmiers, des garçons de salle. Tout le monde s'y est mis dans le système et a fait ce qu'il a pu. Donc il y a énormément de choses aussi à redresser parce que c'était un peu laissé à soi-même. Qu'est-ce qu'il y a à redresser? Ce qu'il y a à redresser, c'est par exemple le fait qu'il y ait... j'ai eu une première chose à faire, c'était la charte du malade, que j'avais impulsée par exemple il y a 10-12 ans. Les malades ont des droits. Le personnel aussi a des devoirs, notamment le problème de l'accueil. Je crois que si nous avions travaillé et insisté sur cela pendant les 10 ans passés, aujourd'hui on ne serait pas au niveau où nous devons encore reprendre ce genre de choses et devoir vraiment tout faire pour animer et des séminaires et expliquer aux gens ce qui doit être fait envers le malade. Donc ce sont des choses comme ça qui ont vraiment créé beaucoup de problèmes. Il y a eu également, avec l'autonomisation des hôpitaux, une dette hospitalière qui s'est vraiment accentuée. Et aujourd'hui, les hôpitaux sont endettés. Ils ne l'étaient pas il y a 10-15 ans. On a parlé un moment de 15 milliards. C'est quoi le montant aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes là? Alors, je sais que quand même, avant que je ne vienne, il y a eu, chaque année sur le budget, il y a eu même une période où il y a eu 2 milliards pour rembourser la dette. Puis c'est venu à 800 et quelques millions par an. Mais je considère que c'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes en train de discuter, notamment avec le ministre du Budget ou le ministre des Finances, pour voir si on ne peut pas une bonne fois payer cette dette-là, car en apportant de l'argent chaque année, mais à des sommes que je considère comme dérisoires, c'est comme si on mettait une goutte d'eau dans la mer. Donc en définitive, le problème reste toujours là, et nous avons pensé qu'il fallait faire un plaidoyer pour qu'on prenne cette affaire-là sérieusement, qu'on paie les dettes aux fournisseurs et qu'on recommence à zéro avec une bonne gestion et vraiment la transparence dans cette gestion-là. Comment vous allez vous y prendre quand les caisses de l'État sont vides? Alors, les caisses de l'État étaient quand même à un niveau catastrophique. Je le dis aussi même dans le secteur de la santé. Mais vous savez aussi qu'il y a eu du travail qui a été fait. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons quand même un budget qui a été voté, qui est notre budget. Nous allons travailler pour l'utiliser et utiliser les moyens qui ont été mis à notre disposition d'une manière adéquate. C'est dire qu'avec le temps, nous pensons pouvoir ramener l'économie sénégalaise à un niveau qui permettra au secteur de la santé aussi d'en bénéficier. Alors, un CRR va servir de cobaye dans le public. Momar Ndao, président de l'ASCOSEN, Association sénégalaise des consommateurs, pour la première question du public. Momar Ndao. Je vous remercie, Mamoudou.
Je voudrais dire bonjour à ma sœur, la ministre Awa Marie Coll Seck, et bonjour à tout le public. Alors, la première question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qui est prévu pour faciliter l'accès aux soins de santé? Tout en sachant qu'aujourd'hui, la plus petite affection coûte facilement 5 000 francs CFA ou plus au niveau des pharmacies. Tout en sachant que l'arrêté 188 de janvier 2003 qui fixe les prix des médicaments donnés par la PNA au niveau des structures n'est pas respecté. Et il a été constaté qu'au niveau des centres de santé, au niveau des postes de santé, c'est dans les régions les plus pauvres qu'il y a le plus de non-respect de ces directives qui disent à combien on doit vendre le cachet d'aspirine ou en tout cas le médicament qui est vendu au niveau du poste de santé, qui est vendu beaucoup plus cher que les directives du gouvernement. Ensuite, qu'est-ce qui est prévu aussi pour améliorer l'accueil et le traitement des urgences? Nous avons l'impression qu'au Sénégal, il y a peut-être un premier poste au niveau de l'hôpital principal, d'urgence réelle, mais jusqu'à présent, la prise en charge des accidentés ou en tout cas des cas d'urgence réelle pose problème jusqu'à présent. Et enfin, il y a bien entendu la grande question du financement de la santé. Il y a eu beaucoup d'initiatives, la gratuité de la césarienne, le plan Sésame, etc. Tout ce qu'il y a sur les maladies chroniques. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il n'y a pas de budget derrière, ce qui fait que finalement, les personnes qui ont plus de 60 ans qui veulent se faire soigner sont rejetées par la plupart des établissements hospitaliers. Bien. Merci. Voilà les questions que je Madame le ministre, la première question d'abord, l'accès aux soins de santé. Voilà, merci Monsieur Ndao. Je pense que en tant que représentant des consommateurs, il a des questions vraiment qui ont trait à ce domaine précis. Et je peux dire que l'accès aux soins et la question qu'il a posée et les exemples qu'il a donnés sont plus liés aux médicaments. Sinon, je pourrais développer peut-être sur d'autres questions l'accès aux soins d'une manière générale. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il a raison. Nous avons tous constaté qu'il y a des problèmes de marge bénéficiaire, puisque dans beaucoup de structures, c'est sur cette marge-là que la structure fonctionne. Mais il y a des directives et nous avons décidé d'ailleurs d'afficher tous les prix. Parce que le problème, c'est que les populations elles-mêmes ne sont pas informées des prix des différents produits. Donc ça, c'est une première démarche importante qui est en train d'être menée. La seconde démarche, avec la nouvelle directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement, c'est de tout faire pour qu'on puisse s'approvisionner avec des génériques de qualité. Ça permettra aussi d'avoir des médicaments à des coûts moins élevés, mais je répète, des génériques de qualité. Ce que nous voulons, ce n'est pas des produits moins chers seulement. Ils doivent être de qualité. Cela permettra aux malades de pouvoir avoir les médicaments de bonne qualité à des prix moindres et à des prix affichés pour qu'il ne puisse pas y avoir vraiment de marge bénéficiaire faite aux dépens et de ces malades eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais votre question, d'une manière générale, me permet de parler d'un sujet qui va être sans doute abordé, qui est celui de la couverture maladie universelle. Oui, nous en parlons tout à l'heure. Donc c'est comme ça que nous allons essayer vraiment d'améliorer aussi cet accès, en améliorant également l'offre avec une meilleure, disons, un plateau technique qui sera de meilleure qualité pour que les malades puissent vraiment se soigner et d'une manière adéquate qui serait vraiment qui rendrait tout le monde heureux en définitive. Et il y a la gestion des urgences aussi. Alors pour les urgences, oui. Je suis également d'accord avec vous parce que nous avons tous vécu d'avoir des malades en urgence et ne pas savoir quoi en faire. Et c'est pour cela qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, cela est l'une aussi de nos priorités. Nous avons, j'étais justement à Ourossogui, où j'ai visité le centre d'urgence, donc d'accueil et d'urgence au niveau de cet hôpital, qui est un hôpital dans une situation assez difficile.
Mais il y a un centre d'accueil et d'urgence tout neuf et qui va démarrer. L'hôpital de Fann, la même chose. Ogui aussi va avoir la même chose. Nous voulons, dans toutes les structures, qu'il y ait un service d'urgence. Cela permettra de régler beaucoup de problèmes, car l'urgence, c'est vraiment pour une famille, le désarroi, mais pour les malades également. Si vous n'êtes pas pris parfois dans les heures qui suivent, même dans les minutes qui suivent, votre état peut être un état catastrophique et vous pouvez en mourir. Donc ça, c'est une priorité pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et je crois que vous serez donc bien contents quand vous verrez que nous allons passer en revue toutes ces structures. Nous allons les visiter, nous allons les inaugurer, car ça, c'est une des priorités. Nous avons également pris des initiatives par rapport au SAMU, le SAMU national, qui va lui aussi, et qui a été renforcé avec des ambulances médicalisées, et qui va jouer le vrai rôle de SAMU national à l'avenir. Donc, les urgences, c'est une priorité et nous travaillons sur ce sujet. Alors, il y a un troisième volet abordé par Momar Ndao, c'est le financement de la santé. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec le sujet de Fatou Kinedem sur la couverture maladie universelle. On sait que vous vous appuyez sur le programme national de développement sanitaire à l'horizon 2018. Mais il se trouve, Madame le ministre, qu'il y a l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement fixés en 2015, c'est-à-dire dans 2 ans aujourd'hui. Est-ce que le Sénégal, dans le domaine de la santé, va atteindre ces OMD? Un exemple, réduction de 3/3 de la mortalité maternelle et d'1/3 de la mortalité infanto-juvénile. Est-ce qu'on va atteindre ces OMD? Alors, ça, ce que je peux dire déjà, c'est que nous avons 3 objectifs qui ont trait à la santé. Le premier objectif, vous l'avez cité, c'est qui a trait à la santé de la mère et notamment à la mortalité maternelle, la mortalité infantile, mais également les maladies transmissibles comme le sida, la tuberculose et le paludisme. Concernant ces 3 maladies, le Sénégal fait partie des pays qui ont d'excellents résultats. Nous allons accélérer le processus pour nous assurer qu'en 2015, au rendez-vous, nous pourrons dire, voilà, le Sénégal a maintenu sa prévalence ou même l'a diminué en matière de sida, que les malades ont accès et continuent à avoir accès aux antirétroviraux, que d'autres aspects de counseling et autres sont pris en charge. Pour le paludisme, même chose. Vous savez, vous avez vu qu'il y a une grande campagne de distribution de moustiquaires imprégnés. Nous voulons arriver à la distribution au niveau de tous les foyers pour qu'on ait une couverture universelle. Et la tuberculose aussi, les choses sont en train de s'améliorer. En termes d'atteinte des objectifs, on sera à un pourcentage de combien, par exemple? Donc, pour ça, on aura atteint nos objectifs pour ces 3 maladies. Concernant la mortalité infantile, le Sénégal, je viens de certaines rencontres où on me demande d'expliquer pourquoi le Sénégal réussit en matière de mortalité infantile. En effet, nous avons pratiquement atteint l'objectif de 2015 à cause d'un bon programme de vaccination pour les enfants, donc le PEV, mais également une bonne approche en matière de traitement du paludisme, qui était la première cause de mortalité chez les enfants. Notre problème, c'est la mortalité maternelle. Et ça, je peux vous dire que vous allez dire, elle a plein de priorités, mais c'est une priorité. Nous considérons que ce n'est pas normal qu'une femme meure en mettant au monde son enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment grave. Et nous sommes très très loin au niveau du Sénégal. Oui. Et je ne crois pas que nous atteindrons cet objectif. L'objectif ne sera pas atteint. Je ne pense pas. Alors que c'est quand même la base, c'est la mère qui donne naissance, qui donne la vie. Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. D'abord, bien sûr, le problème de l'offre aussi. Dans beaucoup de régions, vous n'avez pas de sage-femme, vous n'avez pas de gynécologue. Beaucoup de femmes accouchent encore à domicile. Mais ce qui est le plus... mais il y a des mesures qui sont prises et qui vont être renforcées. On a parlé tout à l'heure de la césarienne gratuite. Autant pour le plan Sésame, il y avait beaucoup d'insuffisances parce que le financement n'était pas là. Autant pour les césariennes, chaque année,
nous payons les structures qui ont fait où il y a eu des césariennes. Donc il y a de l'argent. Pour ce côté-là, je pense que vraiment, ça ne va aller qu'en s'améliorant. Il restait certains départements, mais maintenant, tous les départements vont être couverts. Mais je peux dire aussi qu'on a un autre problème, c'est le problème de l'espacement des naissances. Les femmes au Sénégal ont encore en moyenne presque 6 enfants. Et donc, il faut qu'on sache que dans ces conditions, il y a beaucoup de possibilités et de risques de voir la mère mourir. Nous n'avons que 12% de couverture en matière de planification familiale. Et ça, nous voulons au moins le doubler d'ici 2015. Et beaucoup de choses se font sur le terrain dans ce domaine. Donc la mortalité maternelle, c'est un tout sur lequel nous travaillons. Il faut une approche holistique qui nous permette de toucher à tous les facteurs de risque. Quelques petites secondes, vous dites faites moins d'enfants, c'est ça? Je dis espacez vos enfants. Faites moins d'enfants parce que c'est vrai que plus vous aurez des enfants, plus la mère aura des difficultés parce qu'elle n'aura pas le temps de se reposer. Quand vous faites des enfants tous les ans, même tous les 2 ans, vous n'avez pas le temps de vous reconstituer, vous êtes anémié, vous êtes fatigué. Et pour les élever aussi, c'est difficile. Donc l'espacement des naissances dans pratiquement tous les pays, je prends des pays, disons, dans notre région africaine, à l'époque l'Égypte. L'Égypte avait fait beaucoup de progrès, je ne sais pas, comme la situation est difficile, où est-ce qu'ils en sont. L'Iran, vous avez maintenant les pays européens, les pays américains, les pays d'Amérique du Sud. Le développement va aussi avec l'espacement des naissances. Très bien. Je sais que Momar Ndao, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Madame le ministre. Les autres aussi vont poser leurs questions tout à l'heure. On va aborder un sujet important puisque c'est l'un des thèmes sur lesquels le président Macky Sall a été élu en mars 2012. C'est la couverture maladie universelle. C'est un sujet de Fatou Kinedem. L'accès aux soins de santé, une difficulté au Sénégal. Seuls 20% de la population dispose d'une couverture médicale. Parce que l'hémophilie, a un traitement spécial. Donc, son traitement ne se vend pas à la pharmacie, n'existe pas dans les structures, que ce soit à la PNA ou dans des structures pharmaceutiques. Donc, c'est un traitement que seul l'État peut prendre en charge par le biais, soit par son biais, soit par le canevas des organismes internationaux. Malgré la subvention de certains médicaments, la prise en charge médicale reste un problème majeur. Pour y faire face, une idée est émise par le chef de l'État Macky Sall, la couverture maladie universelle, un projet bien défini pour un système sanitaire performant. Quand vous entendez parler de la couverture maladie universelle, mais ce n'est rien d'autre que rendre accessible financièrement la prise en charge des malades. Dans les pays où cette stratégie a été mise en place, où cette stratégie est un succès, la protection des populations est largement assurée. Seulement, cette couverture maladie universelle n'est pas bien comprise par la majeure partie de la population. Par ailleurs, certains se demandent si ce projet sera pérenne. Est-ce que même ça sera une continuité? Parce que c'est un truc d'État, donc on ne sait pas si par exemple notre ministre vient, est-ce que cela va continuer avec tes cotisations que tu as pu verser? Est-ce que tu les aurais pas perdues, quoi? Mais ce qui risque de poser problème dans ce pays-là, c'est que, pouvoir faire un recensement exhaustif de ces couches démunies, pouvoir faire face aussi, parce qu'on est un pays sans beaucoup de ressources, vouloir prendre en charge la moitié de la population du Sénégal, qui est constituée de jeunes, pour tout ce qui est soins. À terme, je pense que ce sera un défi qui sera extrêmement difficile à relever. Mais l'idée en tant que telle est bonne. Il faudrait que les gens essayent d'adhérer à ce projet, parce que c'est un projet très important, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Dans ce cadre, une meilleure vulgarisation aiderait à mieux comprendre la couverture maladie universelle. Il faut vraiment une communication large pour que les gens soient bien éclairés pour comprendre quel sera leur rôle et qu'est-ce qu'ils auront à faire. Et les rassurer par rapport à ce qu'ils peuvent avoir en retour. Donc, effectivement, il y aura des communications en langue locale parce que tout le monde n'est pas alphabétisé.
Les couches vulnérables, les femmes et les enfants notamment, devraient bénéficier de cette couverture. Des acteurs sanitaires plaident pour l'équité. Ce sont des femmes qui sont surtout dans le secteur informel. Elles sont soit couturières, soit coiffeuses, soit elles sont dans la pêche, elles sont dans l'agriculture, elles sont dans beaucoup de choses. Il faut un système, il faut qu'elles aient une couverture médicale. Elles rentrent dans un système où elles cotisent et le jour où elles tombent malades, qu'elles puissent être prises en charge réellement. La couverture maladie universelle, beaucoup de questions, Madame le ministre. Certains ne savent pas ce que c'est, d'autres ont des réserves. Comment vous allez financer tout ça? D'abord, en des termes simples, c'est quoi la couverture maladie universelle? En termes simples, mais je voudrais quand même d'abord insister sur ce que vous avez dit. Nous avons un leadership très fort, car c'est une priorité du chef de l'État. Et cela fait que, en tant que ministre chargé de la Santé et de l'Action sociale, nous avons mis tous les atouts que nous pouvons de notre côté pour que cela puisse se faire d'une manière la plus efficace possible. Alors, quand nous parlons de couverture maladie universelle, nous nous adressons à pratiquement aujourd'hui 80% de la population qui n'est pas couverte. Les personnes qui sont couvertes sont les fonctionnaires, les privés avec les IPM et les retraités dans le cadre de l'IPRES. Des assurances privées aussi existent et cela, ce n'est que 20% de la population. Donc il y a là aussi une large marge qu'il faudrait que nous prenions en considération. Ce qui vient d'être dit est important, car les secteurs qui posent le plus de problèmes sont les secteurs informels, mais également le monde rural. Et ce que nous voulons dire aussi, c'est que certains pensent que quand on parle de couverture maladie universelle, l'État va tout prendre en charge, que c'est gratuit, qu'aujourd'hui on va se lever et on va à l'hôpital, on frappe, on rentre, on fait des radios, on fait des consultations et on ne paie pas. En tout cas, c'est l'entendement du commun des mortels. Alors, je voudrais quand même que les gens comprennent que la couverture maladie universelle fait intervenir différents mécanismes, dont l'un seulement que je voudrais développer, qui est celui des mutuelles de santé. Et dans tous les cas, il y a une contribution, une participation de la population qui se fait, qui est une participation qui n'est pas très élevée, celle qui existe, voire par exemple une cotisation de 1000 francs, même 500 francs, 2000 francs par mois, pour qu'on puisse, après, le jour où on est malade, avec sa carte, se présenter dans une structure. Et la mutuelle aussi vous dit quel est le niveau du paquet auquel vous aurez droit. Cela est important, surtout quand les structures de base sont fréquentées par les malades, qu'on n'aille pas tout de suite à l'hôpital, qu'on aille au niveau du poste de santé, au niveau du centre de santé, et on sait qu'on a droit à tel type de prestations, comme la consultation, comme la radio, comme le laboratoire avec des analyses. C'est ça qui est important. Donc, je veux insister sur le fait qu'il y a une cotisation. Et l'État subventionne par rapport à cette cotisation pour que le paquet soit plus important. Une enveloppe de 10 milliards que vous projetez de dégager. Je reviendrai sur cette enveloppe qui est de 5 milliards. 5 Mais milliards. voilà, que l'État, c'est ce qui est extraordinaire, parce que l'État a déjà mis de l'argent. Mais nous avons aussi, il faut le dire, l'État va prendre en charge les indigents. Et nous avons beaucoup d'exemples sur le terrain, avec notamment des appuis de partenaires, que sont l'USAID, l'OMS, les Belges. On a des exemples dans la région de Fatick, dans la région de Diourbel, dans la région de Kaffrine et également dans la région de Kaolack, où on a déjà un système qui est mis en place, où il y a une caisse, un fonds de solidarité qui nous permet de prendre déjà 5000 indigents. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de ciblage, c'est important. Nous avons la chance d'avoir un ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc nous avons sur le terrain des travailleurs sociaux
qui font des enquêtes, qui vont au niveau des communautés et qui peuvent identifier les personnes qui n'ont pas de revenus, qui ne pourront pas cotiser. Et avec ça, l'État maintenant les prend en charge, ou le système dans lequel nous travaillons aujourd'hui au niveau de ces régions, mais également au niveau de la région de Saint-Louis, de Louga, etc. Donc c'est pour vous dire que le travail est en cours et les gens verront dans quelques mois des choses beaucoup plus importantes et nous commencerons maintenant à faire une grande stratégie de communication. Très bien.